Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Hugo a expulsé sa femme Playboy du manoir ». La vie tourne à partir d'ici, histoire vraie. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Hugo, un homme d'affaires brillant et respecté, il est connu dans tout Paris pour son empire immobilier florissant. Sa vie semblait parfaite. Une villa somptueuse dans un quartier huppe, 2 enfants prometteurs, Louis et Clara, et une épouse, Marie, qui avait été son pilier durant les années difficiles de sa carrière. Pourtant, derrière cette façade de réussite, une tempête silencieuse se préparait, menaçant de tout détruire. Hugo et Marie s'étaient rencontrés dans leur jeunesse, à une époque où ils n'avaient rien d'autre que leur amour et leur rêve. Ensemble, ils avaient affronté les épreuves de la vie, partageant les nuits blanches et les jours de labeur. Marie, douce et dévouée, avait toujours été là pour lui, l'encourageant à poursuivre ses ambitions. Mais avec le temps, alors que la richesse et le succès s'accumulaient, quelque chose s'était brisé entre eux. Hugo, obsédé par son travail, avait peu à peu négligé sa femme, la reléguant au rôle d'une figure décorative dans leur maison luxueuse. Marie, autrefois pleine de vie, semblait avoir changé. Elle s'absentait souvent, prétextant des voyages ou des sorties avec des amis. Hugo, d'abord indifférent, commença à remarquer des détails troublants, des factures exorbitantes pour des vêtements et des bijoux, des séjours prolongés dans des hôtels de luxe et des appels téléphoniques qu'elle prenait à l'écart. Il se mit à douter. Était-elle devenue une femme frivole, gaspillant l'argent qu'il avait durement gagné? Ou pire encore, le trompait-elle? Un soir, alors qu'il fouillait dans un tiroir de leur chambre, Hugo tomba sur une enveloppe contenant une échographie. Son cœur s'arrêta. L'image montrait un fœtus, mais leurs enfants étaient déjà grands. Marie n'avait jamais mentionné une grossesse récente. Une vague de colère et de jalousie l'envahit. Il imagina le pire. Marie avait-elle un amant? Était-ce l'enfant d'un autre homme? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, alimentées par des mois de suspicion et de frustration. Lorsque Marie rentra ce soir-là, Hugo l'attendait dans le salon, le visage sombre. Il brandit l'échographie devant elle, exigeant des explications. Marie, surprise et déstabilisée, resta silencieuse. Elle tenta de parler, mais Hugo, emporté par sa rage, ne lui en laissa pas l'occasion. « Alors c'est qu'à, tu me trahis, tu oses me mentir âpre tout ce que j'ai fait pour toi, hurla-t-il. Les mots qu'il prononça furent durs, cruels, et chaque accusation est comme une lame qui s'enfonçait dans le cœur de Marie. Elle tenta de se défendre, mais Hugo, aveugle par sa colère, ne voulait rien entendre. « Prends tes affaires et pars. Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison, » lanqua-t-il, sa voix résonnant dans la villa vide. Marie, les larmes aux yeux, ne répondit pas. Elle se contenta de rassembler quelques vêtements dans une valise, puis se dirigea vers la porte. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers lui et murmura « Tu regretteras ce que tu viens de faire, Hugo, mais je respecte ta décision. » La porte se referma derrière elle, laissant Hugo seul dans le silence oppressant de leur maison. Il se sentait triomphant, convaincu d'avoir pris la bonne décision. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il venait de commettre une erreur irréparable. Les jours qui suivirent furent étranges. La maison, autrefois anime par la présence de Marie, semblait vide et froide. Hugo, bien qu'occupé par ses affaires, ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il se surprenait à regarder son téléphone, espérant un message ou un appel. Mais rien ne vint. Marie semblait avoir disparu de sa vie, aussi soudainement qu'elle en est sortie. Un matin, alors qu'il buvait son café, Hugo reçut un appel d'un ami commun. « Hugo, je ne sais pas si tu es au courant, mais Marie a été vue dans un orphelinat à Lyon. Elle y passe beaucoup de temps, aidant les enfants malades. » Hugo resta sans voix. Un orphelinat? Des enfants malades? Cela n'avait aucun sens. Pourquoi Marie, qu'il croyait obsédée par le luxe et les apparences, passerait-elle son temps dans un tel endroit?
intrigue, il commença à enquêter. Ce qu'il découvrit le laissa abasourdi. Marie, loin d'être la femme superficielle qu'il avait imaginé, consacrait son temps et son argent à des œuvres caritatives. Elle finançait des opérations pour des enfants atteints de maladies graves, achetait des fournitures pour des écoles dans des régions défavorisées et passait des heures à réconforter des familles dans le besoin. L'échographie qu'il avait trouvée appartenait à une petite fille orpheline atteinte d'une malformation cardiaque. Marie avait tenté de la sauver, mais l'enfant était décédé avant de pouvoir être opéré. L'échographie était tout ce qu'il restait de cette petite vie brise. Hugo sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait tout mal compris. Sa jalousie et son orgueil l'avaient aveugle, le poussant à accuser injustement la femme qui avait toujours été son alliée. Le remords le rongeait. Il se souvenait des paroles de Marie avant de partir. « Tu regretteras ce que tu viens de faire. » Elle avait raison. Il regrettait chaque mot, chaque geste. Déterminé à se racheter, Hugo engagea un détective privé pour retrouver Marie. Mais elle semblait s'être volatilisée. Les semaines passèrent et son absence devint insupportable. Hugo réalisa qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il devait la retrouver, lui demander pardon et lui prouver qu'il était prêt à changer. Un soir, alors qu'il était seul dans leur chambre, Hugo tomba sur une vieille photo de leur mariage. Marie souriait, radieuse dans sa robe blanche, et lui, jeune et plein d'espoir, la regardait avec amour. Il se demanda comment ils en étaient arrivés là. À quel moment avait-il cessé de la voir comme la femme qu'il aimait pour ne plus la considérer que comme une partie de son patrimoine? Hugo comprit qu'il devait non seulement retrouver Marie, mais aussi redevenir l'homme qu'elle avait aimé. Il devait apprendre à écouter, à comprendre et à soutenir ses rêves, comme elle l'avait fait pour lui pendant tant d'années. Ce fut le début d'un long voyage, non seulement pour retrouver sa femme, mais aussi pour se retrouver lui-même. Ainsi commença la quête d'Hugo, une quête marquée par le remords, l'espoir et la détermination. Mais il ignorait encore que le chemin vers la rédemption serait sème d'embûches, et que pour regagner le cœur de Marie, il lui faudrait bien plus qu'un simple pardon. Hugo, seul dans sa villa luxueuse, se sentait de plus en plus vide. Les jours passaient, mais le silence pesant de la maison semblait s'épaissir. Les éclats de rire de Marie, ses pas logés dans les couloirs, tout cela avait disparu. Il avait cru que son absence lui apporterait la paix, mais c'était tout le contraire. Chaque pièce de la maison lui rappelait sa femme, et chaque souvenir le hantait. Pourtant, son orgueil l'empêchait encore de reconnaître pleinement ses torts. Il se répétait qu'il avait eu raison de la chasser, qu'elle l'avait trahi. Mais une petite voix, au fond de lui, murmurait sans cesse qu'il avait peut-être commis une erreur irréparable. Un matin, alors qu'il buvait son café, Hugo reçut un appel inattendu. C'était un vieil ami, Pierre, qui semblait hésitant au bout du fil. « Hugo, je ne sais pas si je devrais te dire qu'à, mais j'ai croisé Marie récemment. » Hugo se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Oh » demanda-t-il, sa voix trahissant une impatience qu'il ne pouvait dissimuler. Pierre hésita un instant avant de répondre. Elle est dans un orphelinat à Lyon. Elle semblait différente. Elle aidait des enfants malades. Hugo resta fige, incapable de répondre. Un orphelinat? Des enfants malades? Cela n'avait aucun sens. Marie, qui l'avait accusé de frivolité et de gaspillage, passait son temps dans un orphelinat. Pourquoi? Les mots de Pierre résonnaient dans sa tête, mais il refusait d'y croire. Il remercia brièvement son ami et raccrocha, trouble. Cette information ne correspondait pas à l'image qu'il s'était forgée de Marie ces derniers mois. Il devait en savoir plus. Hugo engagea un détective privé pour enquêter sur les activités de Marie. Les jours suivants, il reçut des rapports de taille. Marie, loin de mener une vie de luxe et de plaisir, consacrait son temps et son argent à des œuvres caritatives. Elle visitait des orphelinats, finançait des opérations pour des enfants atteints de maladies graves et achetait des fournitures pour des écoles dans des régions défavorisées. Elle passait des heures à réconforter des familles dans le besoin, souvent dans l'anonymat le plus complet. Mais ce qui bouleversa Hugo, ce fut la découverte de l'histoire derrière l'échographie qu'il avait trouvée.
le détective lui rapporta que l'image appartenait à une petite fille orpheline, atteinte d'une malformation cardiaque. Marie avait rencontré l'enfant lors d'une de ses visites dans un orphelinat. Touchée par son histoire, elle avait tout fait pour lui offrir une chance de survie. Elle avait financé des examens médicaux et tente d'organiser une opération. Mais malgré tous ses efforts, il était trop tard. La petite fille était décédée avant de pouvoir être opérée. L'échographie que Marie avait conservée était tout ce qu'il restait de cette vie brise. Hugo sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait tout mal compris. Sa jalousie et son orgueil l'avaient aveugle, le poussant à accuser injustement la femme qui avait toujours été son alliée. Il se souvenait des paroles de Marie avant de partir. « Tu regretteras ce que tu viens de faire. » Elle avait raison. Il regrettait chaque mot, chaque geste. Le remords le rongeait. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu croire que Marie, la femme qui avait partagé ses luttes et ses rêves, était devenue une érangère? Hugo passa des nuits blanches à repenser à tout ce qu'il avait dit et fait. Il se souvenait des moments où Marie avait tenté de lui parler de ses projets, de ses rêves. Mais il l'avait toujours interrompu, lui disant qu'il n'avait pas le temps pour ses bêtises. Il se souvenait aussi de son regard triste, de ses silences de plus en plus fréquents. Il comprenait maintenant qu'il avait été la cause de son éloignement. Il l'avait enfermée dans une cage dorée, l'empêchant de s'épanouir, et avait ensuite osé la blâmer pour son malheur. Déterminé à se racheter, Hugo décida de retrouver Marie. Mais elle semblait s'être volatilise. Les rapports du détective indiquaient qu'elle changeait souvent de lieu, passant d'un orphelinat à un autre, évitant les endroits où elle pourrait être reconnue. Hugo se lança dans une quête désespérée, parcourant la France à sa recherche. Il visita les orphelinats qu'elle avait fréquentes, interrogea les responsables, mais les réponses qu'il obtenait étaient toujours vagues. Elle est venue, mais elle est repartie. Elle ne voulait pas qu'on parle d'elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être dérange. Chaque fois qu'il manquait de la retrouver, Hugo sentait son désespoir grandir. Il se demandait s'il la reverrait un jour, s'il aurait l'occasion de lui demander pardon. Mais il refusait d'abandonner. Il savait qu'il devait continuer, qu'il devait lui prouver qu'il avait changé, qu'il était prêt à tout pour regagner sa confiance. Un jour, alors qu'il visitait un orphelinat dans le sud de la France, Hugo tomba sur une petite fille qui jouait seule dans un coin de la cour. Elle avait de grands yeux tristes, mais son visage s'illumina lorsqu'il lui parla. « Tu connais une dame qui s'appelle Marie ?» demanda-t-il doucement. La petite fille hocha la tête. « Oui, elle vient souvent ici. Elle est gentille. Elle m'a donné une poupe. Tu sais où elle est maintenant ?» La petite fille réfléchit un instant avant de répondre. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt. Hugo décida de rester à proximité de l'orphelinat, espérant que Marie reviendrait. Les jours passèrent, mais elle ne se montra pas. Pourtant, il ne perdit pas espoir. Il savait qu'il devait être patient, qu'il devait attendre le bon moment. Pendant ce temps, il passa du temps avec les enfants de l'orphelinat, apprenant à les connaître, écoutant leurs histoires. Il commença à comprendre pourquoi Marie avait choisi de consacrer sa vie à ses enfants. Leur innocence, leur résilience, leur besoin d'amour et de soutien, tout cela le toucha profondément. Finalement, après des semaines d'attente, Hugo reçut un appel du directeur de l'orphelinat. « Marie est revenue. Elle est ici. » Hugo sentit son cœur s'emballer. Il se précipita à l'orphelinat, son esprit tourbillonnant d'émotions. Lorsqu'il arriva, il la vit, debout dans la cour, entourée d'enfants. Elle semblait différente, plus mince, plus fatiguée. Mais son sourire est toujours aussi doux. Hugo resta un moment à l'observer, incapable de bouger. Puis, rassemblant son courage, il s'avanqua. Marie leva les yeux et le vit. Son sourire s'effaqua, remplacé par une expression de surprise et de méfiance. « Que fais-tu ici, Hugo ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais distante. Hugo sentit sa gorge se nouer. « Je suis venue te demander pardon, Marie. J'ai été un imbécile. Je t'ai accusé à tort. Je n'ai pas su te comprendre ni te soutenir. Mais je veux changer. Je veux réparer mes erreurs. » Marie le regarda longuement, son expression indéchiffrable. « Tu crois que des excuses suffiront ?» demanda-t-elle finalement. « Tu m'as chassé de notre maison, Hugo. Tu m'as humilié, tu m'as brisé.
Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau ?» Hugo baissa les yeux, honteux. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, Marie, mais je suis prêt à tout pour te prouver que j'ai changé. Je veux te soutenir dans ce que tu fais. Je veux errer à tes côtes, comme tu l'as été pour moi pendant toutes ces années. » Marie resta silencieuse, ses yeux brillants de larmes. Elle voulait croire en ses paroles, mais la douleur qu'il lui avait infligée était encore trop vive. « Je ne sais pas, Hugo. Je ne sais pas si je peux te pardonner. » Hugo hocha la tête, acceptant sa réponse. « Je comprends, mais je ne renoncerai pas. Je continuerai à te prouver que je suis sincère. » Marie détourna le regard, incapable de soutenir ses yeux pleins de remords. « Fais ce que tu veux, Hugo, mais ne t'attends pas à ce que je revienne. » Hugo sentit son cœur se briser, mais il refusa de perdre espoir. Il savait que regagner la confiance de Marie serait un long chemin, mais il était prêt à le parcourir. Pour elle, pour leur famille et pour lui-même. Hugo, ronge par le remords, savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il avait blessé Marie, brise leurs liens, mais il refusait de croire que tout est perdu. Il s'était promis de se racheter, de prouver qu'il était capable de changer. Mais comment regagner la confiance d'une femme qu'il avait humiliée et rejette? Comment réparer des blessures aussi profondes? Ces questions le hantaient jour et nuit, mais il était déterminé à trouver des réponses. Après leur rencontre à l'orphelinat, Hugo avait compris que les mots seuls ne suffiraient pas. Marie avait besoin de voir des actes, des preuves tangibles de son changement. Il décida alors de se plonger dans le monde qu'elle avait choisi, celui des œuvres caritatives. Il voulait comprendre ce qui la motivait, ce qui lui donnait cette force et cette passion qu'il avait si longtemps ignorée. Mais plus encore, il voulait montrer qu'il était prêt à marcher à ses côtes, peu importe les sacrifices. Hugo commença par contacter des associations et des fondations, cherchant à s'impliquer dans des projets similaires à ceux de Marie. Il visita des orphelinats, des hôpitaux, des centres pour enfants malades. Chaque visite était une leçon d'humilité. Il rencontrait des familles démunies, des enfants luttant pour leur survie, des bénévoles de vous qui travaillaient sans relâche pour apporter un peu de lumière dans des vies marquées par la souffrance. Ces expériences bouleversèrent Hugo. Il réalisa à quel point il avait été aveugle, enfermé dans son monde de luxe et de pouvoir, ignorant les réalités de ceux qui n'avaient rien. Un jour, alors qu'il visitait un hôpital pour enfants atteints de maladies cardiaques, Hugo eut une idée. Il se souvenait des paroles de Marie, de son amour pour la musique et de son rêve de sauver des enfants malades. Et s'il organisait un événement qui renierait ces deux passions, un concert de charité, destiné à collecter des fonds pour financer des opérations cardiaques. Ce serait une manière de soutenir la cause qui tenait tant à cœur à Marie, tout en montrant qu'il était prêt à s'investir pleinement. Hugo se lança dans ce projet avec une énergie nouvelle. Il utilisa ses contacts dans le monde des affaires et des médias pour mobiliser des ressources. Il contacta des artistes, des sponsors, des journalistes. Il mit en vente une partie de ses actions pour financer l'événement, n'hésitant pas à sacrifier une partie de sa fortune. Certains de ses associés le critiquèrent, le traitant de fou ou d'irresponsable, mais Hugo s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire quelque chose de vraiment important, quelque chose qui avait du sens. Le concert, intitulé Renaissance du cœur, fut programmé dans une grande salle de spectacle à Paris. L'objectif était ambitieux, collecter suffisamment d'argent pour financer au moins 50 opérations cardiaques. Hugo supervisa chaque détail, de la sélection des artistes à la décoration de la salle. Mais au fond de lui, il savait que le succès de l'événement ne dépendait pas seulement des fonds collectés. Ce qu'il espérait par-dessus tout, c'était que Marie accepte de venir. Il voulait qu'elle voie ce qu'il faisait, qu'elle comprenne qu'il avait changé. Quelques jours avant le concert, Hugo envoya une invitation à Marie, par l'intermédiaire de leur fille Clara. Il savait que Marie pourrait refuser, mais il voulait lui laisser le choix. « Donne-lui qu'à, mais ne la force pas », dit-il à Clara en lui tendant une enveloppe. « Dis-lui que je l'attendrai, mais que je comprendrai si elle ne vient pas. » Clara, touchée par les efforts de son père, promit de faire de son mieux. Le soir du concert, Hugo est nerveux. La salle était pleine, les invités affluaient, les artistes se préparaient en coulisses.
Mais son esprit était ailleurs. Il scrutait la foule, espérant apercevoir Marie. Chaque minute qui passait sans la voir augmentait son angoisse. Et si elle ne venait pas? Et si elle avait définitivement tourné la page? Ses pensées le tourmentaient, mais il se forqua à rester concentré. Il avait une mission à accomplir, qu'elle soit là ou non. Lorsque le moment vint pour Hugo de monter sur scène, il sentit son cœur s'emballer. Les projecteurs l'éblouirent, et il dut prendre une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. Je me tiens devant vous ce soir, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme qui a appris une leçon précieuse. Pendant des années, j'ai cru que le succès se mesurait en chiffres, en possession, en pouvoir. Mais j'avais tort. Le vrai succès, c'est de pouvoir faire une différence dans la vie des autres. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Ce concert, cette cause, je les dois à une personne qui m'a ouvert les yeux. Une personne que j'ai blessée, mais qui m'a montré, par son exemple, ce que signifie vraiment aimer et donner. Ce soir, je veux lui rendre hommage et je veux lui dire que je suis désolée. Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. Marie, si tu es là, sache que tout ce que je le fais pour toi. Un silence en mue s'installa dans la salle, suivi d'applaudissements. Hugo quitta la scène, le cœur lourd, mais soulagé d'avoir exprimé ce qu'il ressentait. Il retourna dans les coulisses, où il resta à l'écart, observant le reste du concert. Les performances étaient magnifiques et les dons affluaient, mais Hugo ne pouvait s'empêcher de penser à Marie. Était-elle là, quelque part dans la foule? Avait-elle entendu ces mots? Alors que le concert touchait à sa fin, Hugo aperçut une silhouette familière dans l'ombre, près de l'entrée. Son cœur fit un bond. C'était elle. Marie était là, debout, discrète, mais présente. Elle le regardait, et dans ses yeux, il crut voir une lueur d'émotion. Hugo sentit les larmes lui monter aux yeux. Il voulait courir vers elle, mais il se retint. Il savait qu'il devait lui laisser de l'espace, qu'il ne pouvait pas précipiter les choses. Après le concert, alors que les invités commençaient à partir, Hugo s'approcha timidement de Marie. Elle l'attendait, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Marie le regarda longuement avant de répondre. « Ce que tu as fait ce soir, c'était beau, mais je ne sais pas si c'est suffisant. » Hugo hocha la tête, acceptant ses paroles. « Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. » Marie soupira, visiblement émue, mais encore hésitante. « Je ne sais pas, Hugo. J'ai besoin de temps. » Hugo lui sourit tristement. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là quand tu seras prête. » Marie acquiesça, puis tourna les talons et s'éloigna. Hugo la regarda partir, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Elle était venue. Elle avait vu ce qu'il avait fait. Et même si elle n'était pas encore prête à lui pardonner, il sentait qu'il avait fait un pas dans la bonne direction. Dans les semaines qui suivirent, Hugo continua à s'impliquer dans des projets caritatifs. Il visita des hôpitaux, participa à des collectes de fonds et travailla avec des associations pour améliorer les conditions de vie des enfants malades. Chaque jour, il pensait à Marie, espérant qu'elle voyait ses efforts, qu'elle comprenait qu'il était sincère. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Hugo trouva une lettre sur sa table. Elle était signe de la main de Marie. « Hugo, commençait-elle, j'ai vu ce que tu fais, et je vois que tu essaies vraiment de changer. Je ne sais pas encore si je suis prête à revenir, mais je suis prête à te donner une chance. Peut-être que nous pouvons recommencer, doucement, pas à pas. » Hugo sentit les larmes couler sur ses joues. C'était tout ce qu'il avait espéré. Une chance, une lueur d'espoir, et il savait qu'il ferait tout pour ne pas la gâcher. Hugo relut la lettre de Marie pour la 100e fois, ses mains tremblantes d'émotion. Les mots qu'elle avait écrits résonnaient dans son esprit comme une mélodie douce et fragile. Peut-être que nous pouvons recommencer doucement, pas à pas. C'était une chance, une lueur d'espoir qu'il n'osait plus espérer. Mais il savait que cette opportunité est précieuse et fragile, qu'un faux pas pourrait tout anéantir.
Il devait avancer avec prudence, avec patience et surtout avec sincérité. Le lendemain, Hugo répondit à Marie par une lettre simple et honnête. Il lui proposa de se retrouver dans un café discret, loin des regards indiscrets, pour discuter. Il ne voulait pas la brusquer, ni lui imposer quoi que ce soit. Il voulait simplement l'écouter, comprendre ses attentes et lui montrer qu'il était prêt à changer, non pas pour la convaincre, mais parce qu'il avait compris ses erreurs. Marie accepta. Le jour du rendez-vous, Hugo arriva en avance, nerveux comme un adolescent lors de son premier rendez-vous. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants pour tenter de calmer son esprit. Lorsque Marie entra, il sentit son cœur s'emballer. Elle portait une robe simple, ses cheveux lâches tombant en cascade sur ses épaules. Elle semblait à la fois familière et différente, comme si le temps et la distance avaient ajouté une nouvelle profondeur à sa présence. « Bonjour Hugo », dit-elle doucement en s'asseyant en face de lui. Sa voix était calme, mais il pouvait percevoir une certaine réserve dans son regard. Hugo lui répondit par un sourire timide. « Merci d'être venue, Marie. » Leur conversation commença lentement, presque maladroitement. Hugo lui parla de ses efforts récents, de son engagement dans les œuvres caritatives, de tout ce qu'il avait appris en travaillant avec des enfants malades. Mais il évita de trop parler de lui-même. Il voulait surtout entendre Marie, comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle attendait de lui. Marie, de son côté, resta prudente. Elle écouta, hocha la tête, mais ne se livra pas complètement. Elle lui expliqua qu'elle avait besoin de temps pour reconstruire sa confiance, pour croire qu'il avait vraiment changé. « Hugo, dit-elle finalement, en le regardant droit dans les yeux, je ne veux pas que tu fasses tout qu'à juste pour me récupérer. Je veux que tu le fasses parce que tu y crois, parce que c'est ce que tu veux vraiment. » Hugo hocha la tête, ému par ces paroles. « Je comprends, Marie, et je te promets que ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour moi aussi. J'ai réalisé à quel point je dépasse à côté de l'essentiel, à quel point j'avais été aveugle. Je veux être un homme meilleur, pour toi, pour nos enfants, mais aussi pour moi-même. » Marie resta silencieuse un moment, comme si elle pesait ses mots. Puis elle soupira doucement. « Alors, prouve-le-moi. Pas avec des mots, mais avec des actes. » Ce fut le début d'un long chemin de réconciliation. Marie ne revint pas immédiatement à la maison. Elle préféra garder ses distances, vivant dans un petit appartement qu'elle avait loué près du centre de Paris. Hugo respecta sa décision, mais même si cela lui brisait le cœur. Il comprenait qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle devait se sentir libre de choisir son propre chemin. Mais il ne cessa jamais de lui montrer, par ses actions, qu'il était sincère. Hugo continua à s'investir dans des projets caritatifs, mais cette fois, il le fit avec une nouvelle perspective. Il ne cherchait plus à impressionner Marie ou à se racheter. Il le faisait parce qu'il avait découvert une véritable passion pour aider les autres. Il passait des heures dans des hôpitaux, jouant avec des enfants malades, écoutant leurs histoires et cherchant des moyens de leur apporter un peu de joie. Il organisa également d'autres événements pour collecter des fonds, impliquant ses enfants, Louis et Clara, dans ses projets. Ces moments passent en famille, même sans la présence de Marie, lui rappelaient l'importance de ce qu'il essayait de reconstruire. De son côté, Marie observait Hugo de loin. Elle voyait ses efforts, sa persévérance, et elle ne pouvait s'empêcher d'être touche. Mais elle restait prudente. Elle avait trop souffert pour se laisser emporter par l'espoir. Elle voulait être sûre que ce changement était réel, qu'il ne s'agissait pas d'une simple phase. Elle continua à travailler dans des orphelinats et des centres pour enfants, trouvant dans ses activités un sens et une paix qu'elle n'avait pas connus depuis longtemps. Un jour, Hugo invita Marie à dîner, chez lui. Ce fut une invitation simple, sans prétention. « Je veux juste te préparer un repas, comme avant », lui avait-il dit. Marie hésita, mais finit par accepter. Lorsqu'elle arriva, elle fut surprise de voir Hugo en tablier, s'affairant dans la cuisine. La table était dressée avec soin, mais sans extravagance. Il avait préparé des plats simples, ce qu'il partageait autrefois lorsqu'il n'avait pas encore de fortune. « Je voulais que ce soit comme avant », dit-il en lui servant un verre de vin. « Juste toi et moi sans tout le reste. » Le dîner fut agréable,
ponctue de souvenirs et de rires timides. Pour la première fois depuis longtemps, Marie se sentit à l'aise en présence d'Hugo. Elle vit en lui un homme différent, plus humble, plus attentif. Mais elle savait que la route serait encore longue. Après le repas, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Hugo lui prit doucement la main. « Marie, je sais que je t'ai blessée. Et je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour reconstruire ce que nous avons perdu. » Marie le regarda, les larmes aux yeux. « Hugo, je vois que tu essaies, et je t'en suis reconnaissante. Mais je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant. » Hugo hocha la tête, acceptant ses paroles. « Je ne veux pas que ce soit comme avant, Marie. Je veux que ce soit mieux. » Peu à peu, Marie commença à passer plus de temps avec Hugo et leurs enfants. Ils organisèrent des sorties en famille, des dîners, des soirées cinéma. Ces moments, bien que simples, étaient précieux. Ils leur permettaient de se reconnecter, de redécouvrir ce qui les avait unis autrefois. Hugo fit tout son possible pour montrer à Marie qu'il respectait ses choix, qu'il soutenait ses passions. Il l'accompagna même lors de certaines de ses visites dans des orphelinats, non pas pour la surveiller, mais pour partager son monde. Un jour, alors qu'ils étaient en route pour un orphelinat, Marie se tourna vers Hugo. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne pensais pas que tu serais capable de changer autant. » Hugo sourit, ému par ces paroles. « Je ne l'aurais pas fait sans toi, Marie. Tu m'as montré ce qui était vraiment important. » Ce fut un moment clé dans leur réconciliation. Marie commença à baisser ses défenses, à laisser Hugo entrer à nouveau dans son cœur. Elle vit en lui un homme transforme, un homme qui avait appris de ses erreurs et qui était prêt à tout pour réparer ce qui l'avait brise. Finalement, après des mois de patience et d'efforts, Marie accepta de revenir à la maison. Ce fut un moment émouvant, marqué par des larmes et des sourires. Hugo l'accueillit avec une simplicité qui reflétait son nouveau regard sur la vie. « Bienvenue chez toi » dit-il en lui ouvrant la porte. Marie sourit, touche par ces mots. « Merci Hugo ». Leur vie ne redevint pas parfaite du jour au lendemain. Il y eut des moments de doute, des désaccords, des maladresses. Mais ils apprirent à communiquer, à se soutenir, à respecter les rêves et les besoins de chacun. Hugo continua à s'investir dans des projets caritatifs, souvent aux côtés de Marie. Ils devinrent un duo, unis par une cause commune et par l'amour qu'ils avaient réussi à reconstruire. Un soir, alors qu'il était assis sur la terrasse, regardant le coucher de soleil, Hugo prit la main de Marie. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, » dit-il doucement. Marie sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Merci d'avoir prouvé que tu la méritais. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre pour Hugo et Marie. Un chapitre marqué par la résilience, la compréhension et l'amour. Ils avaient traversé des épreuves, mais ils en étaient sortis plus forts, plus unis. Et ils savaient que, tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Le retour de Marie dans la maison familiale marqua le début d'une nouvelle ère pour Hugo et sa famille. Mais ce n'était pas un retour triomphal, ni une fin heureuse immédiate. C'était un pas prudent, une tentative de reconstruire ce qui avait ébrise, pierre par pierre. Hugo le savait, rien ne serait comme avant. Mais il ne voulait pas que ce soit comme avant. Il voulait que ce soit mieux, plus fort, plus vrai. Les premiers jours furent empreints de maladresse. Marie, bien qu'accueillie avec chaleur par les enfants, et Hugo, semblait encore sur la réserve. Elle passait du temps à redécouvrir la maison, à observer les objets qui avaient marqué leur vie commune. Chaque pièce lui rappelait des souvenirs, certains doux, d'autres douloureux. Hugo, de son côté, faisait de son mieux pour lui laisser de l'espace, tout en lui montrant qu'il était là, prête à l'écouter, à la soutenir. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, Clara, leur fille cadette, brisa le silence. « Maman, est-ce que tu vas rester cette fois ?» demanda-t-elle, ses grands yeux pleins d'espoir. Marie posa sa fourchette, surprise par la question directe de sa fille. Elle regarda Hugo, puis Clara, et répondit doucement « Je vais essayer, ma chérie, mais il faudra du temps. » Hugo sentit son cœur se serrer. Il savait que Marie avait raison.
Rien ne pouvait être précipite, mais il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente à nouveau chez elle, pour qu'elle retrouve la confiance qu'il avait si cruellement brise. Les semaines passèrent, et peu à peu, une nouvelle routine s'installa. Hugo et Marie commencèrent à travailler ensemble sur des projets caritatifs, unissant leurs forces pour aider les enfants malades et les familles dans le besoin. Hugo, qui autrefois voyait ces activités comme une perte de temps, y trouva un sens profond. Il découvrit une nouvelle facette de lui-même, une facette qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Et à travers ses projets, il se rapprocha de Marie, partageant avec elle des moments de complicité et de compréhension. Un jour, alors qu'il visitait un hôpital pour enfants, Hugo remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, le sourire de Marie. Pas un sourire poli ou force, mais un sourire sincère, lumineux, qui illuminait son visage. Il réalisa à quel point ce sourire lui avait manqué, à quel point il était prêt à tout pour le voir à nouveau. « Tu es heureuse ?» lui demanda-t-il timidement, alors qu'il quittait l'hôpital. Marie le regarda, surprise par sa question. Elle réfléchit un instant, puis répondit « Je commence à l'être ». Ces mots, bien que simples, réchauffèrent le cœur d'Hugo. Il savait qu'il y avait encore du chemin à parcourir, mais il sentait qu'ils étaient sur la bonne voie. Cependant, la vie n'était pas sans défi. Hugo, bien qu'il échange, restait parfois prisonnier de ses anciennes habitudes. Il lui arrivait de vouloir tout contrôler, de s'inquiéter excessivement pour Marie, lorsqu'elle partait en mission dans des régions reculées. Mais chaque fois qu'il sentait ses vieux réflexes revenir, il se rappelait ses promesses. Il apprit à se retenir, à lui faire confiance, à respecter sa liberté. De son côté, Marie fit également des efforts pour s'ouvrir davantage à Hugo. Elle lui parla de ses rêves, de ses peurs, de tout ce qu'elle avait gardé pour elle pendant des années. Elle lui raconta les moments où elle s'était sentie seule, incomprise, et les raisons qui l'avaient poussée à se consacrer aux œuvres caritatives. Ces conversations, bien que parfois douloureuses, les rapprochèrent. Elles leur permirent de se comprendre, de se redécouvrir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, regardant les étoiles, Hugo prit la main de Marie. « Merci de m'avoir donné une seconde chance », dit-il doucement. Marie sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Merci d'avoir prouvé que tu la méritais », répondit-elle. Ce fut un moment simple, mais charge de signification. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre, mais ils étaient prêts à avancer ensemble. Leur famille, autrefois fragmentée, retrouva peu à peu son unité. Louis, leur fils aîné, revint de Londres pour les vacances et fut surpris de voir à quel point son père avait changé. « Tu es différent, papa », lui dit-il un jour. Hugo sourit, touché par les paroles de son fils. « J'essaie de l'être », répondit-il. Louis, bien qu'il ait été sceptique au début, finit par s'impliquer dans les projets de ses parents, aidant à organiser des événements et à collecter des fonds. Clara, quant à elle, trouva en sa mère une source d'inspiration. Elle, qui avait toujours rêvé de devenir artiste, se sentit encouragée par l'exemple de Marie, qui avait appris à suivre ses passions, malgré les obstacles. Un jour, Clara invita sa mère à chanter avec elle lors d'un événement caritatif. Marie, bien qu'hésitante au début, accepta. Ce fut un moment magique, où leurs voix s'unirent pour transmettre un message d'espoir et de résilience. Mais la vie, avec ses hauts et ses bas, n'était jamais sans surprise. Un jour, alors que Marie et Hugo travaillaient sur un projet pour construire une école dans une région défavorisée, ils recurent une nouvelle bouleversante. Une tempête avait ravagé un village où ils avaient récemment financé un orphelinat. Hugo, inquiet pour les enfants et les bénévoles, insista pour se rendre sur place avec Marie. Ce fut un voyage éprouvant, marqué par des routes impraticables et des conditions difficiles. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils furent accueillis par des sourires et des remerciements sincères. Ce moment renforça leur détermination à continuer leur travail, malgré les défis. De retour à Paris, Hugo décida de ralentir ses activités professionnelles pour se consacrer pleinement à sa famille et aux œuvres caritatives. Il commença à déléguer davantage de responsabilités à son équipe, se concentrant sur ce qui comptait vraiment pour lui. L'argent et le pouvoir ne valent rien
si on n'a pas une famille avec qui les partager, dit-il un jour à un collègue. Ces paroles, bien qu'évidentes pour certains, représentaient pour Hugo une vérité qu'il avait mis des ânes à comprendre. Les ânes passèrent, et Hugo et Marie continuèrent à travailler ensemble, main dans la main. Leur fondation, Renaissance du cœur, devint un symbole d'espoir pour de nombreuses familles. Mais pour eux, le véritable succès résidait dans les moments simples. Un dîner en famille, une promenade dans le parc, un éclat de rire partage. Un jour, alors qu'ils étaient réunis avec leurs enfants et la mère d'Hugo, Marie se tourna vers lui. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne pensais pas qu'on arriverait là. » Hugo, surpris, lui prit la main. « Moi non plus, répondit-il, mais je suis heureux qu'on ait essayé. » Ce fut un moment de paix, un moment où tout semblait à sa place. Hugo, qui autrefois courait après le succès et la reconnaissance, avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Une famille unie, un amour sincère et un sens à sa vie. Et il savait que, tant qu'il aurait Marie à ses côtes, il pourrait affronter n'importe quel défi. Ainsi, leur histoire, marquée par des épreuves et des erreurs, devint un témoignage de résilience et de rédemption. Elle montra que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière, à condition d'avoir le courage de changer et de croire en l'amour.